La 24e réunion des chefs de l'État de la communauté de l'Afrique de l'Est vient de s'achever alors que la communauté fête ses 25 ans d'existence. Et pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios Monsieur Tite Katawazi. Vous êtes avocat, vous êtes juriste, mais vous êtes aussi analyste politologue. Oui. Bienvenue. Merci Michel. Alors, nous parlons des 25 ans d'anniversaire. Pour vous, l'organisation sous-régionale a de quoi, je dirais, se féliciter en matière d'intégration entre pays régionaux? Je crois que oui. Il y a d'abord le mérite d'exister, de fêter 25 ans, d'avoir les institutions. Nous avons le Parlement, nous avons une Cour de justice qui fonctionne normalement et qui rend des décisions. Nous avons quelques projets réalisés et les membres fondateurs sont quand même parvenus à étendre la communauté à d'autres pays. Je crois que oui. Il y a quelques bisbilles qui font partie de la vie internationale. Le Kenya et la Tanzanie n'ont pas toujours vu les choses de la même façon. Ils en parlent, ils mettent ça sur la place publique, ils arrivent à gérer ça. Le Burundi et la République démocratique du Congo sont vraiment les canards boiteux de la communauté. Le Soudan a des problèmes sérieux, mais on peut se dire, voilà, globalement, sur les 25 ans, c'est mieux que rien. On peut espérer que demain, ça ira encore mieux. Alors, la récente réunion des chefs d'État qui s'est clôturée ce samedi à Arusha a été boycottée par la RDC. N'est-ce pas un signe, je dirais, que l'intégration régionale aura peine à se concrétiser? L'intégration est déjà concrétisée. C'est le fonctionnement interne entre les États qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts, qui peuvent être même en conflit entre États membres, ce qui est le cas de la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il y a quelque temps, le Rwanda et l'Ouganda, ça n'allait pas du tout très bien. Le Burundi a fermé ses frontières avec le Rwanda. Il faut dire que la République démocratique du Congo devient de plus en plus un boulet pour l'intégration régionale, mais lié à ses problèmes internes, qu'il essaie de projeter comme ça sur des boucs émissaires. Mais cette absence montre aussi que le président, lui aussi, n'est pas à l'aise. Évite de rencontrer ses homologues beaucoup plus en huis clos. Parce que c'est pendant le huis clos qu'ils se disent des vérités. Il a échappé au huis clos de la francophonie en France. Il boycotte le sommet des chefs d'État. Il a fait partir les troupes est-africaines qui avaient commencé à avoir des résultats sur le terrain. Il est en train de fricoter avec la SADC, mais on sent bien que la mayonnaise ne prend pas. Et donc voilà, je crois que c'est ce malaise qui a fait qu'ils se disent c'est pas la peine d'aller à Arusha pour y récolter la honte et l'opprobre. Oui. Alors parlons toujours de cette absence de la RDC au sommet alors que ce pays est déchiré par un conflit. Comment comprendre le choix de la RDC alors que plutôt la communauté est-africaine avait manifesté la volonté d'aider à relever ces défis sécuritaires? Je dis, il a fait partir les troupes est-africaines qui avaient commencé à avoir des résultats. On peut le comprendre pas par quatre chemins. Ça veut dire que la volonté politique à Kinshasa, c'est de maintenir l'instabilité et l'insécurité à l'Est pour beaucoup plus de raisons de dynamique interne. Il y a beaucoup d'intérêts financiers à l'Est. Il y a des intérêts personnels? Beaucoup d'intérêts personnels. Vous avez quand même des hommes politiques de premier plan qui ont des carrés miniers à l'Est.
qui entretiennent des groupes armés. Vous avez des militaires haut gradés qui sont en alliance avec des chefs locaux et qui entretiennent des groupes armés. Plus de 250 au compteur, ma chère Michel. Oui. Et entretenus par des députés, des ministres et des militaires haut gradés. Et il y a une remontée de ces flux financiers sur Kinshasa. Et donc, l'économie de la guerre fait que ça impacte les décisions politiques à Kinshasa. Et donc, sur le plan diplomatique, le pays est très mal à l'aise parce qu'il doit composer avec ses influences internes. Et c'est, je crois, le choix qui a été fait à Kinshasa, de maintenir la guerre à l'Est, de projeter ça comme ça sur le voisin, en faire un bouc émissaire, alimenter le discours de haine et la rhétorique victimaire. Et ça fait que, voilà. Alors, si c'est comme ça, pensez-vous qu'une telle attitude, je dirais, des autorités congolaises n'enfonce pas davantage ce pays plutôt que d'améliorer sa situation sécuritaire? Ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'à Kinshasa, la situation, le désastre humanitaire à l'Est n'émeut pas les politiciens à Kinshasa qui regardent comment grossissent leurs comptes en banque à l'étranger. Regardez le bazar qu'il y a à Kinshasa, ça ne les dérange même pas. La fixation qu'ils font sur le M23 pendant que vous avez 250 groupes armés, et pendant que en Ituri, les Codeco massacrent quasiment avec la complaisance des FARDC. Et que béni l'État congolais n'en parle pas. Et qu'au sud Kivu, ça ne va pas du tout. Et qu'on vous dit qu'à Lubumbashi, la population vit dans la peur. Qu'hier soir, pas plus tard qu'hier soir, à Goma, il y avait des coups de feu. Goma, vous avez la MONUSCO, vous avez la SADC, vous avez les FARDC. Vous vous demandez, mais les civils, pourquoi les civils meurent à Goma? Alors qu'il y a autant de systèmes de sécurité. Vous avez pléthore de militaires dans Goma et tout autour. Et les militaires de la SADC, comme vous dit, qui sont à Mugunga et à Mubambiro. Pourquoi les gens meurent dans le camp des déplacés de Mugunga pendant que ces gens sont présents? Et Kinshasa, les Koulouna font la loi. Ah oui. Le siège de toutes les institutions. Et donc, on va dire, un peu de mots, on répète ce que les autres ont déjà dit. Il y a une défaillance de l'État congolais, en tout cas sur le plan sécuritaire, et avec des implications sociales, économiques et politiques. Alors pour terminer, pour ces 25 ans, après 25 ans, peut-on être, je dirais, optimiste quant à l'avenir et au développement de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est? En tout cas, à regarder de très près les 25 ans passés, avec les quelques difficultés qu'il y a eu, la communauté a tenu. Et donc, on peut se dire qu'avec l'expérience quand même de 25 ans... Il y a quand même des avancées? Il y a des avancées. Il y a quelques projets qui traînaillent parce que les intérêts ne sont pas toujours au beau fixe entre les États membres. Mais quand on regarde sur le plan macro, les dynamiques en Afrique, dans le monde, que l'Afrique commence à prendre conscience qu'elle doit se prendre en charge, que la coopération sud-sud devient de plus en plus une réalité. Et on peut se dire, pourquoi pas pour notre région, la CEDEAO a une très longue expérience et connaît aussi des cadences liées aux turbulences dans la sous-région. En Afrique de l'Est, soyons optimistes. Nous avons quand même des chefs d'État, certains, qui comprennent, qui ont une vision et qui peuvent comme ça entraîner les autres. Oui. Et c'est là où on peut se dire, demain ça ira mieux
parce que vous avez le président rwandais Kagame, parce que vous avez le président Ruto du Kenya, parce que vous avez la Tanzanie qui fait ses élections l'année prochaine, et que le président Yoweri Museveni, qui a une très longue expérience, ces gens-là ne vont pas abandonner comme ça ce qu'ils ont mis du temps à bâtir. Oui. Et ils peuvent nous offrir comme ça un avenir meilleur, sinon radieux. Merci en tout cas, Maître Tite Gatabazi. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.